Bonsoir, merci de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 21 janvier. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune présente à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ses sincères condoléances suite à l'incendie qui s'est déclaré ce mardi dans la station balnéaire de Bolu, au nord-ouest de la Turquie, et qui a fait de nombreuses victimes et blessés. Le président de la République reçoit les membres du bureau du Conseil supérieur de la jeunesse conduit par Mustafa Hidawi, ministre de la jeunesse, président de cette instance. Dans le volet coopération militaire, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, reçoit ce mardi son homologue ougandais, le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de la défense populaire ougandaise. Et l'Algérie a présidé ce mardi à New York la réunion ministérielle du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. On écoutera à ce propos le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Dans le volet histoire, on fera la lumière ce soir sur l'une des figures emblématiques de la lutte contre le colonialisme français, d'origine et algérien de cœur, Maurice Audin. On ouvrira également une des pages les plus sombres de la France coloniale, en l'occurrence celle des zoos humains, où les individus sont mêlés à des bêtes sauvages et exposés comme des bêtes foraines. Au Maroc, retour sur les massacres de Janvier Noir commis par l'occupation marocaine contre la République du Rif. Aujourd'hui encore, les Rifins réclament une vie digne, libre et décente, alors que le régime marocain continue de les opprimer. Grand format dans cette édition avec un reportage sur une maison d'hôtes pas comme les autres, à Mia. Il s'agit d'un concept novateur dont les recettes sont reversées à une association de prise en charge des orphelins. Bienvenue à tous. Suite à l'incendie qui s'est déclaré ce mardi dans la station balnéaire de Bolu, au nord-ouest de la Turquie, et qui a fait de nombreuses victimes et blessés, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présente à son frère Recep Tayyip Erdogan, au gouvernement et au peuple turc frère, ses sincères condoléances et sentiments de sympathie et de solidarité avec les familles des victimes, priant Allah Tout-Puissant de leur accorder sa sainte miséricorde et souhaitant plutôt aux blessés un prompt rétablissement. Dans l'actualité politique également, cette audience accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aujourd'hui aux membres du bureau du Conseil supérieur de la jeunesse, conduit par Mustafa Hidawi, ministre de la jeunesse et président de cette instance. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd. Nous en parlions en titre dans le volet coopération militaire. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu ce mardi au siège de l'état-major de l'ANP le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de la défense populaire ougandaise, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation militaire de haut niveau. C'est ce que nous dit Anis Aït Kassem dans ce papier. Ont pris part à cette rencontre le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, les chefs de département et des directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation ougandaise. Lors de cette rencontre,
Les deux parties ont examiné les opportunités de coopération militaire bilatérale ainsi que les voies et moyens de consolidation de la coordination sur les questions d'intérêt commun. Ils ont également évoqué les défis sécuritaires que traverse le monde en général et le continent africain en particulier et échangé des points de vue sur les différentes questions d'actualité. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a tout d'abord souhaité la bienvenue aux responsables ougandais et s'est félicité du niveau atteint par les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Ouganda durant ces dernières années. يسعدني في البداية أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي. Tout d'abord, je suis heureux de vous accueillir, ainsi que la délégation qui vous accompagne au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire à l'occasion de cette visite, qui constitue une opportunité pour promouvoir notre coopération militaire bilatérale au mieux des intérêts mutuels de nos deux peuples amis. En cette occasion, je me félicite du niveau atteint par les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Ouganda durant ces dernières années, qui s'est matérialisé par la densité des échanges de visites entre les deux pays. رئيس جمهورية أوغندا السيد يواري موزيفيني إلى الجزائر شهر مارس 2023. Dans ce cadre, la visite officielle effectuée par le président de la République d'Ouganda, M. Yoweri Museveni en Algérie, en mars 2023, à l'invitation de son frère Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a donné un fort élan et une réelle dynamique au processus des relations de coopération entre les deux pays, particulièrement dans le domaine du renforcement de leur engagement commun en faveur des questions africaines et de l'instauration de la paix, de la sécurité et du développement à travers tout le continent. Le général d'armée a souligné l'entière disposition de l'armée nationale populaire à aller de l'avant sur la voie du développement de la coopération militaire en concrétisation de la vision stratégique des dirigeants des deux pays. في الجيش الوطني الشعبي شديد الحرص على تجسيد الرؤى. Au sein de l'armée nationale populaire, nous tenons à concrétiser la vision stratégique des dirigeants des deux pays visant à promouvoir le partenariat entre nos armées respectives et ce à travers l'instauration d'une dynamique efficace dans le domaine de la coopération militaire et la mise en place des mécanismes adéquats pour ce faire. ناجعة كفيلة بتحقيق ذلك. في الأخير أود التأكيد لكم مرة أخرى. Enfin, je tiens à vous réitérer notre entière disposition pour aller de l'avant sur la voie du développement de la coopération militaire entre nos institutions respectives au mieux des intérêts de nos deux pays. بما يخدم مصالح بلدينا. De son côté, le général d'armée Mohozi Kainerugaba a salué la qualité de l'accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation, de même qu'il a exprimé sa satisfaction de la forte volonté affichée par la partie algérienne pour renforcer les relations de coopération et les concertations entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun, à même de contribuer à la sécurité et à la stabilité dans le continent africain. Au terme de cette rencontre, le chef des forces de la défense populaire ougandaise a procédé à la signature du livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire avant que les deux parties n'échangent des présents symboliques.
Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a présidé aujourd'hui à New York la réunion ministérielle du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Événement phare de la présidence algérienne du Conseil de sécurité pour le mois de janvier. Cette réunion est destinée à débattre de l'expansion des activités terroristes en Afrique et des menaces qu'elle représente pour la sécurité et la stabilité des pays africains. À l'occasion, Ahmed Attaf a affirmé que l'Algérie continue d'accomplir son devoir au niveau continental en tant que leader et coordinateur de l'Union africaine dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ahmed Attaf a déclaré également que l'épicentre du terrorisme mondial s'était déplacé ces dernières années vers la région du Sahel, qui totalise désormais 48% des décès liés au terrorisme dans le monde, contre 1% en 2007, et qu'au cours de la dernière décennie, l'Afrique a été témoin d'une augmentation profondément choquante de 400% des attaques terroristes. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères. L'Algérie poursuit son engagement au niveau continental en tant que leader et coordinatrice de l'Union africaine dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Cette mission d'une grande importance a été confiée par les chefs d'État et de gouvernement africains à son Excellence le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Dans ce cadre, l'Algérie a organisé cette réunion pour alerter sur la gravité de la menace que représente l'expansion du terrorisme en Afrique et pour réaffirmer la nécessité urgente de mobiliser un soutien international accru afin de lutter efficacement contre ce phénomène. Et le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a eu des entretiens bilatéraux avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Des audiences tenues en marge de sa supervision à New York, des réunions de haut niveau prévues dans le cadre de la présidence algérienne du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était d'ailleurs l'occasion de passer en revue les efforts conjoints visant à faire respecter les principes de la Charte des Nations Unies et à servir les questions de paix et de développement dans le monde. Les deux parties ont également discuté d'un certain nombre de questions d'actualité au niveau régional et international, notamment les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu. Et dans la foulée, le ministre des Affaires étrangères a rencontré plusieurs homologues de pays frères et amis. Ahmed Attaf s'est notamment entretenu avec la vice-première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République fédérale de Somalie, Ahmed Moualim Faki, le chargé de gestion des affaires du ministère libyen des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tahar Baour, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndugungirer, le représentant du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, Hamish Falconer. Dans le volet coopération toujours, et cette fois-ci dans le domaine de la communication, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, a été reçu à Mbabane par le Premier ministre du Royaume d'Eswatini, Russell Dlamini, qui était accompagné de la ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Lors de cette rencontre, le ministre de la Communication a remis au Premier ministre du Royaume d'Eswatini une lettre du président de la République au roi Mswati III, lui exprimant ses sincères salutations fraternelles et ses aspirations à renforcer les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays et de les hisser à des niveaux supérieurs au mieux des intérêts des deux pays. Énergie verte avec la signature d'une annonce conjointe des intentions politiques des pays concernés par le projet South 2 Corridor, une signature couronnée ce mardi à Rome, la première réunion des ministres de l'énergie des pays concernés, à savoir l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche. Les parties signataires ont affirmé leur intention de renforcer les relations de coopération pour le développement de ce projet qui relie les sites de production en Algérie à l'Union européenne. Était présent à cette rencontre le ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, qui était accompagné d'une délégation de haut niveau composée du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie chargé des énergies renouvelables et des présidents directeurs généraux des groupes Sonatrach et Sonalgaz, ainsi que de plusieurs cadres du secteur.
Le mois de Ramadan est prévu pour le début mars prochain dans le cadre des préparatifs pour ce mois sacré afin de garantir la disponibilité de divers produits, notamment de large consommation. Une rencontre conjointe entre les secteurs du commerce et de l'agriculture s'est tenue ce mardi. Le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national a indiqué que les importateurs étaient astreints à importer plus de 20 000 tonnes de viande rouge en mars prochain pour répondre à la demande sur cet aliment dont la consommation augmente pendant le mois sacré. Il a été également question de la prise en charge de toutes les demandes d'autorisation de domiciliation bancaire au profit des importateurs de bananes, de fruits secs et séchés, d'épices, de levure, de thé et de café vert destinés à la vente en l'état. Dans la page histoire de ce journal, on fait la lumière ce soir sur l'une des figures emblématiques de la lutte contre le colonialisme. Français d'origine, mais algérien de cœur, Maurice Audin reste un symbole poignant de la répression coloniale. 70 ans après sa disparition, son histoire marque encore les esprits, notamment par son soutien précieux aux Moudjahidines. Il a été torturé et assassiné à 25 ans après son arrestation par les parachutistes français. Rina Lerari, témoignage. Le 11 juin 1957, Maurice Audin, jeune militant engagé dans la lutte contre le colonialisme français, disparaît tragiquement à Alger. Arrêté par le régiment de parachutistes dirigé par Paul Ossarès, il est détenu, torturé, puis assassiné. Son corps, jamais retrouvé, reste jusqu'à ce jour une plaie ouverte dans l'histoire. Membre du Parti communiste et fervent défenseur de l'indépendance de l'Algérie, Maurice Audin a participé à de nombreuses opérations clandestines à Paris, souvent épaulé par sa sœur Charlie et son frère Christian Honoré. Inspiré par les militants algériens, Audin a joué un rôle essentiel dans la guerre de libération en offrant refuge aux Moudjahidines et orchestrant des évasions de soldats français refusant de combattre dans les rangs de l'armée coloniale. Des activités qui n'échappèrent pas au service de renseignement, qui l'ont capturé et soumis à des tortures indicibles pendant 10 jours avant de l'exécuter. Âgé seulement de 25 ans, Maurice Audin est devenu une figure emblématique de la résistance algérienne contre le colonialisme français. Son arrestation et son assassinat, symbole des exactions françaises en Algérie, soulèvent encore aujourd'hui des débats dans la classe politique française sur les circonstances de sa liquidation, sachant que la France avait reconnu sa responsabilité dans la mort de Maurice Audin, qui avait succombé sous la torture. Et le colonialisme français aura été sans doute l'un des pires. Voici d'ailleurs l'une des pages les plus ignobles de son histoire. Votre cerveau peine peut-être à imaginer des os humains où des individus sont mêlés à des bêtes sauvages et mis en spectacle à un public avide de distraction. Et pourtant, ça a bien existé. L'exemple de l'exhibition de 400 Africains dans des enclos pendant l'exposition universelle de Paris en 1889. Yamina Saïdji nous en parle. Le 5 mai 1889 restera une date sombre dans l'histoire de l'humanité, lors de l'exposition universelle de Paris. Un zoo humain fut organisé où 400 hommes, femmes et enfants originaires des colonies françaises furent exposés dans des cages en fer, sous prétexte de mettre en avant leur exotisme et leur culture. Ces personnes furent réduites à des objets de curiosité, humiliées et privées de leur dignité. Devant une foule insensible, ces individus furent contraints de mettre des costumes traditionnels et de créer des scènes de leur vie quotidienne sous le regard amusé des spectateurs. Les cages, au-delà de leur fonction physique, symbolisaient la déshumanisation et la brutalité du colonialisme français. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu et qu'ils se trouvent exposés, rassemblés en un lieu, parqués comme des animaux, et puis on les a rendus un peu
à l'état sauvage. Effectivement, lorsque vous parlez du racisme, c'est très important de raconter l'histoire des os humains. Parce que je dis aux enfants, vous savez, imaginez aujourd'hui qu'on vous emmène dans un parc et on vous montre des petits hommes verts. Eh bien, sachez quelque chose, si on vous dit que ces petits hommes verts sont sauvages et qu'il faut faire attention, il ne faut pas s'approcher d'eux, eh bien, le jour que vous allez voir au détour d'un chemin une famille de petits hommes verts, eh bien, vous allez avoir peur. Eh bien, c'est ça, le racisme. La France exploitait brutalement les peuples africains, les réduisant à l'esclavage et pillant leurs richesses pour bâtir un empire illusoire. Ce chapitre sombre de l'histoire de la France dévoile l'hypocrisie des discours coloniaux qui n'en laissaient derrière eux que pauvreté, destruction et oppression. Deuxièmement, ça permettait aux États de justifier les empires coloniaux. Parce que d'une certaine manière, vous démontriez à travers ça la richesse impériale, à travers les animaux, les hommes, les maisons reconstituées, mais surtout vous prouviez que vous dominiez ces populations. Un racisme et une cruauté sans limite se sont manifestés dans un zoo humain, présenté comme un laboratoire pour satisfaire la curiosité des anthropologues. Ce spectacle humiliant servait également à générer des profits grâce aux entrées payantes pour le public français. Plus choquant encore, les anthropologues justifiaient cette pratique par la facilitation de leurs recherches, réduisant ainsi l'être humain à un simple outil d'expérimentation. Cette démarche, aussi atroce soit-elle, s'inscrit dans la continuité des exactions françaises, oppression, exploitation et occupation des peuples colonisés. Derrière les slogans humanistes et les traités vides de sens, la véritable France se dévoile, marquée par des crimes ignobles que l'histoire ne peut oublier. Conférence de presse de l'avocate du ressortissant algérien Boualem Namen qui a fait l'objet d'une expulsion arbitraire et abusive de la France vers l'Algérie. Elle a fortement critiqué l'attitude des autorités françaises et a déclaré que cette arrestation répondait à un agenda et à la volonté répressive du ministre de l'Intérieur français. C'est ce que nous dit Bedia Amani. Du nouveau dans l'affaire de l'influenceur algérien Boualem Naman, plus connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme d'Oualem. Visé par un arrêté d'expulsion du territoire à la suite de propos incitant à la violence, ses avocats viennent de déposer un recours en référé suspension devant le tribunal administratif de Paris pour expulsion illégale. À ce titre, un référé suspension a été déposé devant le tribunal administratif qui sera entendu. L'audience est le 27 janvier à 14h30 au tribunal administratif de Paris. Et ça sera l'occasion de discuter de la légalité de l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'Intérieur qui, contrairement à ce qu'il semble expliquer, comme quoi tout est parfaitement légal, il n'y a eu aucun jugement, il n'y a eu aucun juge qui a pu se prononcer sur la légalité de cet arrêté d'expulsion. En attendant, la défense de cet influenceur estime qu'il s'agit d'une instrumentalisation diplomatique. Il faut se rendre compte que c'est une détermination de Retailleau contre Boualem qui, en réalité, répond à des considérations diplomatiques. Ce n'est absolument pas anodin que cet arrêté d'expulsion qui a été pris, et j'y reviendrai, dans le cadre d'une urgence absolue, ce n'est pas anodin que ça arrive dans cette période, une période que vous savez d'une crise aiguë entre la France et l'Algérie, même avant le refus d'admission de l'Algérie pour que Boualem retourne sur le territoire algérien, dans une crise diplomatique, et que ce n'est absolument pas anodin que ça arrive dans cette période. On voit à ce titre que les Algériens qui résident en France sont pris comme une véritable marge d'ajustement, une variable d'ajustement des négociations diplomatiques, et ce qui est parfaitement intolérable. Les condamnations, les anciennes condamnations de Boualem, elles étaient parfaitement connues, aussi bien en 2010, mais a fortiori le 26 décembre 2024. Et donc c'est parfaitement fallacieux aujourd'hui de ressortir les condamnations de plus de 20 ans pour caractériser ce qui semblerait être une menace grave à l'ordre public. Encore une fois, ça répond à un agenda, ça répond à une volonté répressive du ministre de l'Intérieur, mais ce n'est absolument pas nécessaire, et on voit bien que le préfet de l'Hérault a lui-même estimé qu'il ne s'agissait pas d'une menace grave à l'ordre public.
La défense s'appuie également sur des errances de traduction de la vidéo à l'origine de l'arrêté d'expulsion de Boualem qui affirme que l'influenceur n'a à aucun moment appelé au meurtre. Il faut quand même se rappeler qu'on parle d'une vidéo de quelques secondes en arabe qui a fait l'objet de traductions fluctuantes. Et ça, c'est très important. Parce que, au début, quand le maire de Montpellier et le préfet de l'Hérault vont saisir le procureur de la République, ils saisissent, sur le fondement de l'article 40, ils les saisissent en envoyant une vidéo avec laquelle il y a une traduction générée par l'intelligence artificielle. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est probablement retenu. Et dans lequel la traduction n'a plus rien à voir avec ce qui est finalement traduit. Au début, on parlait d'un appel au crime, puisque la traduction faisait appel d'un appel au meurtre, ce qui n'est absolument plus le cas. Pour rappel, l'influenceur algérien a été expulsé de France. Les faits qui lui sont reprochés appellent au meurtre. Renvoyé en Algérie, il a été refusé par les autorités algériennes. Il est depuis placé au centre de rétention administratif du Mesnil-Amelot, Seine-et-Marne, pour une durée de 90 jours. Dans le monde, la coordination d'État des associations solidaires avec le Sahara occidental a exprimé son engagement à défendre les droits légitimes du peuple du Sahara occidental après l'expulsion dimanche de 2 militants et d'un journaliste espagnol de la ville occupée de Dakhla par le Maroc. Les 3 hommes participaient à une mission d'observation de la situation alarmante des droits de l'homme vécue par la population civile sahraoui dans les zones occupées du Sahara occidental. Selon la coordination, les 2 militants et le journaliste sont arrivés à Dakhla occupé en provenance de Madrid pour dénoncer aussi l'illégalité du lancement par la campagne aérienne Ryanair de vol direct vers la ville sahraoui. Elle a considéré le lancement de cette liaison comme un autre exemple de la complicité de la campagne dans l'occupation illégale du Sahara occidental. C'est une plaie béante dans l'histoire de la politique répressive du Marsen, celle des massacres de Janvier Noir commis par l'occupation marocaine contre la République du Rif. Aujourd'hui encore, les Rifins réclament une vie digne, libre et décente. Mais face à cela, le régime marocain a décidé de faire la sourde oreille et de les priver arbitrairement de sa liberté. C'est un sujet signé Emina Saïdji. Les massacres de janvier commis par l'occupation marocaine contre la République du Rif constituent une plaie toujours ouverte. Les atrocités vécues demeurent gravées dans l'esprit des Rifins qui ont commémoré cet amer souvenir qui a coûté la vie à 5 jeunes Rifins lors d'un rassemblement de protestation organisé par le Parti national Rifin aux Pays-Bas. ورميتموهم داخل وكالة المصرف في مدينة الحسيمة. Mohamed Jelloul, Nasser Zefzafi, El Bachir El-Taïbi et plusieurs dizaines d'autres détenus politiques croupissent toujours dans les prisons de l'occupation. Leur sort reste méconnu à ce jour. Les Rifins ont été ciblés par le Marzen, laissant les victimes d'un génocide perpétré par ce régime. Il s'agit d'un crime de guerre et nous sommes ici pour dénoncer devant le monde entier ces atrocités commises par le Maroc. Ces crimes commis à l'encontre du peuple rifin se poursuivent indirectement. Le Maroc n'a jamais cessé de pratiquer sa politique répressive à l'encontre des Rifins. Ce rassemblement était l'occasion pour les militants rifins d'attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur le génocide perpétré par l'occupant marocain contre les Rifins que Hassan II qualifiait à l'époque de sauvages. Hassan II a qualifié les Rifins de sauvages. C'est cette ignominie qui m'a poussé à venir aujourd'hui pour dénoncer les atrocités dont a été victime la République du Rif. Le Parti national rifin s'engage à faire connaître et dénoncer les crimes commis par le Maroc contre le peuple rifin, ainsi que le génocide perpétré par cette entité à son encontre. Mais ce n'est pas tout. Nous frapperons à toutes les portes pour dénoncer ces exactions et obtenir justice. 4 décennies se sont écoulées après le génocide. Le changement de monarque n'a visiblement pas changé la situation. Les pratiques de répression et d'oppression persistent, mais la résistance se poursuit, menée par les héritiers de Abdelkrim El-Khattabi pour dénoncer une cause juste qui aspire à obtenir un soutien international.
En Palestine occupée, la fragilité de l'accord de cessez-le-feu se confirme. 2 Palestiniens ont été blessés ce mardi par des tirs de forces d'occupation sionistes lors de 2 opérations distinctes au large de Gaza et dans le quartier d'El Sabra. Ces attaques de l'armée sioniste interviennent 2 jours après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste. Par ailleurs, le Comité international de secours a souligné que l'arrivée d'aide humanitaire à Gaza pourrait prendre du temps à s'intensifier alors que les camions ont effectué lundi leur 2e journée de livraison depuis le début du cessez-le-feu. Inhumation cet après-midi au cimetière de Ouled Djellel du Moudjahid Atmen Doumarji, un des héros de la bataille de Issin à la frontière libyenne et membre de l'unité des grenouilles humaines chargée d'opérations marines durant la Révolution pour l'indépendance. Le défunt a été décoré en 2023 de la médaille du mérite national durant Ahid. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons. Solidarité, précisément dans le domaine de la prise en charge des enfants. Besoin spécifique, beaucoup est à faire, notamment la création de nouvelles structures pour accueillir ces enfants ainsi que l'élaboration de programmes éducatifs adaptés. Certains projets sortent de terre, notamment dans la région de Blida. On voit ça avec Rina Lerari. La prise en charge des enfants aux besoins spécifiques est plus efficace et adaptée à leurs spécificités grâce à leur intégration dans des établissements adaptés, d'où l'importance de créer de nouvelles structures afin d'accueillir un plus grand nombre d'enfants. Cela fait 1 an que j'apprends le braille dans cette école. Nous sommes bien encadrés par nos enseignants, ce qui facilite l'apprentissage. Un projet à vocation psychopédagogique est destiné aux enfants aux besoins spécifiques sera réalisé dans la commune de Bougara. Une enveloppe financière de 122 millions de dinars algériens a été allouée à cet effet. Les travaux ont été officiellement lancés par la ministre de la Solidarité nationale qui a posé la première pierre. En plus de l'élaboration de programmes éducatifs adaptés, une attention particulière a été portée à la formation des enseignants, psychologues et éducateurs spécialisés pour garantir un encadrement adéquat et favoriser une intégration scolaire réussie pour ces enfants. Nous utilisons des outils et des méthodes pédagogiques adaptées à un apprentissage spécifique. Le secteur de la solidarité nationale dispose de plus de 239 établissements spécialisés. Le ministère s'attelle à assurer un accompagnement pédagogique de cette catégorie, en plus d'élaborer des programmes multidisciplinaires spécifiques. En mobilisant toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires, l'État déploie des efforts considérables afin de promouvoir le bien-être et l'intégration des enfants aux besoins spécifiques dans la société. Direction de Mira, cette région qui regorge d'atouts touristiques, la maison d'hôte Dar Ma'al-Ward ou simplement maison d'eau de rose située au milieu d'une palmeraie et de plus en plus fréquentée par des touristes nationaux et étrangers. L'infrastructure qui existe depuis 2018, un concept novateur dont les recettes sont reversées à une association de prise en charge des orphelins. C'est un reportage signé Badia Amani. Derrière cette porte se cache un véritable havre de paix. Un jardin fleuri et verdoyant. Au milieu de cette maison d'hôte, un puits, le tout décoré par des feuilles de palmier. Tout au fond trône une khaïma pour créer une ambiance cosy à souhait et une piscine pour se prélasser au soleil. Les touristes sont séduits. C'est une très belle découverte, l'Algérie, mais on avait beaucoup d'attentes parce que ça fait longtemps qu'on a envie de venir en Algérie. On a attendu le bon moment. Et au niveau des paysages, vraiment, ça correspond tout à fait à nos attentes. C'est très beau, c'est très varié. L'accueil a été vraiment chaleureux. Cette année, on a reçu plus de 1500 personnes. Et la saison n'est pas encore finie. Mais on remarque depuis 2 ans qu'il y a un afflux plus important que les années précédentes parce que l'Algérie a fait quand même a fait une ouverture touristique, alhamdoulilah. Et donc les gens ont plus de facilité pour venir. Et donc par exemple cette année, on a eu des Croates, des Allemands, des Français bien sûr, des Anglais, des Suisses aussi, des diplomates suisses. Dar Ma'al-Ward, une maison d'hôte située à Hassil Gara, wilaya de Mnia, est un concept novateur dans le secteur du tourisme. En plus, les bénéfices tirés de ce gîte sont directement reversés à une association qui prend en charge des enfants orphelins. Et toutes les recettes qu'on fait avec le gîte vont au financement de l'activité caritative de l'association terroriste. L'association qui s'occupe de quoi? Qui s'occupe du parrainage d'orphelins en fait. C'est une association où même maintenant on compte 309 orphelins parrainés par l'association.
Nous, on a découvert cet endroit suite au Covid. Les aéroports étaient fermés, donc on s'est tourné vers le tourisme algérien. On a découvert le désert algérien, c'était formidable. Surtout le gîte Darm al-Ward, il est magnifique. Même le concept, c'est une association caritative, donc même les charges d'hébergement, ils seront versés directement à une association qui prend soin des orphelins. Et là, je découvre Mnéa pour la première fois, où nous sommes venus ici, nous sommes arrivés ici hier soir, et ce gîte est merveilleux. En face de la maison d'hôtes, une grande ferme qui abrite toutes sortes d'espèces. Paons, canards, autruches, ânes, chevaux, chameaux et pigeons. Tous ces animaux sont entourés d'une végétation luxuriante. En s'y aventurant, l'on découvre beaucoup de trésors cachés, comme ce beau lac aux eaux cristallines. Ce parc qui s'étend sur une superficie de 12 hectares compte divers animaux domestiques. Il y a des lapins, des poules, des chèvres, des moutons. C'est un lieu touristique par excellence qui attire les habitants de la région et les visiteurs étrangers. Ils peuvent profiter du paysage. Le lac est aussi très beau et paisible. Il renferme des poissons et des canards. L'on est vite happé par le calme et la beauté des lieux. Et pour les amoureux de la lecture, une bibliothèque renfermant plus de 50 000 ouvrages et même des manuscrits anciens est mise à la disposition des résidents, la plus grande possédée en Algérie par un particulier. La bibliothèque, c'est le rêve de mon père qui a été réalisé grâce à son oncle. El Hajj Mohamed, Allah yarhamou wa salih. Et donc mon père avait le rêve de faire une petite bibliothèque. En fait, c'est le noyau de tout le centre, de toute l'association. Et c'est venu en 95, avant le gîte et avant qu'on fasse l'association. Et donc la bibliothèque compte maintenant 50 000 livres. On est parti de 300 livres. La bibliothèque tenait dans une petite chambre à la maison. C'est-à-dire mon père a condamné une chambre à la maison. Et alhamdoulilah, grâce à son oncle, qui lui a financé la construction de la bibliothèque à l'extérieur de la maison. Il l'a construit sur ce qui était notre jardin. Et donc, il y avait beaucoup de dons. C'était surtout l'oncle à mon père, toujours, qui nous aidait avec les livres. Et donc, après, on a fait beaucoup d'achats. C'est-à-dire, on a acheté des livres. Darm al-Ward est bien plus qu'une simple maison d'hôtes. Les résidents y trouvent un refuge pour se déconnecter du quotidien, un repère synonyme de repos et de dépaysement total. Un très beau reportage signé Badia Amarni, voilà qui nous amène à la fin de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie avec le 20h, donc l'actualité en langue nationale. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain 19h. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.